Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette Tech Démo, le rendez-vous mensuel des PME pour découvrir des solutions digitales suisses. Nous recevons aujourd'hui Kylian Thomas, cofondateur de Cyberesia, une société que tu as cofondée avec Salvatore Lamacchia. Alors Cyberesia, c'est tout un écosystème d'outils d'intelligence artificielle spécialisés, privés et aussi durables, complètement conçus en Suisse. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de découvrir les outils CyberBots et CyberTwist. C'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation, Delphine. Avec plaisir, et je te laisse tout de suite la parole. Bien, alors bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Alors, je m'appelle Kylian Thomas Lamacchia. 22 ans. Mon bagage académique est plutôt dans le domaine juridique. On peut se demander qu'est-ce que je fais ici pour présenter des solutions d'intelligence artificielle. Mais en soi, j'ai lancé Cyberesia avec mon père, Salvatore Lamacchia, qui, lui, a un bagage de plus de 30 années d'expérience en tant qu'architecte IT pour plusieurs multinationales et en tant que formateur et consultant dans les domaines, surtout tout ce qui est SharePoint et puis la gestion des plateformes collaboratives. Donc on a lancé notre suite et nos services il y a de cela 3 ans. Alors c'était plus une boîte de conseil, une boutique consulting firm, mais après on a commencé à se spécialiser tant dans la blockchain que l'intelligence artificielle. Et ensuite, alors qu'on était en train de développer des solutions blockchain, on a commencé à utiliser les premières solutions d'intelligence artificielle générative qui commençaient à sortir, avant les GPT. Et ensuite, on a pu, en voulant exploiter ces technologies-là, pour accélérer notre développement Web3 et blockchain, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose de plus et aller beaucoup plus vite dans le développement. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a pivoté à 100% sur l'IA, alors qu'avant on l'utilisait qu'en tant qu'aide. Et grâce à ça, on a pu développer tout un écosystème d'une dizaine d'applications en temps encore. Magnifique. Des pionniers alors des LLM. Alors, on se concentre surtout sur la couche applicative. Donc on développe des applications qui exploitent des modèles IA. Et on ne produit pas en tant que tel les modèles. Par contre, on est capable de les configurer et de les déployer auprès des entreprises. Magnifique, on se réjouit de découvrir. Oui. Parce qu'actuellement, l'IA générative a vraiment explosé, depuis surtout l'année passée avec GPT-3 et GPT 3.5. Il y a une grande démocratisation, des investissements massifs dans les solutions IA, dans les modèles de fondation, et une explosion des logiciels et des suites applicatives. Et pour toutes ces raisons, il y a pas mal d'entreprises qui ont envie de se positionner. Traditionnellement, c'est surtout les États-Unis qui sont leaders actuellement. En Suisse et en Europe, de manière générale, nous avons un peu plus de contraintes, notamment avec la confidentialité des données et la régulation. Mais toutefois, on arrive à produire maintenant des logiciels qui sont fiables, privés, et surtout adaptés aux entreprises et aux organisations en Suisse. Pour ce qui est de la vision globale, comme je l'ai dit, il y a un investissement massif, tout le monde se positionne. Pour la raison toute simple, c'est qu'il y a 25 ans, tout le monde a commencé à utiliser des ordinateurs. 15 ans auparavant, tout le monde a commencé à utiliser des smartphones, et dans 5 ans, tout le monde utilisera l'intelligence artificielle générative dans sa vie quotidienne. C'est quelque chose qu'on ne va pas y échapper, ça provoque des craintes. Il y a aussi des personnes qui apprécient et qui ont hâte de voir ces développements-là. On en fait partie, mais on a tous un point commun, c'est qu'on doit s'adapter, se positionner très rapidement pour apprendre comment ça marche. Autrement, on va être largué très très vite. Et pour notre mission, du coup, elle est assez simple, c'est construire un écosystème global qui permet de produire déjà des interfaces intuitives et des applications interconnectées afin d'exploiter les derniers modèles qui sortent et le plus simplement possible, tant pour les entreprises, pour accroître la productivité et le bien-être de leurs employés, que pour les particuliers, parce que nous avons à la fois des applications orientées business, à la fois des applications orientées consumer, qu'on va après vous présenter. Donc le but, c'est vraiment notre approche, c'est, comme on va vous le montrer, c'est fusionner des modèles IA spécialisés, augmentés, créer après des agents mis dans un contexte spécifique, et ensuite on remarque que la combinaison de ces deux, à la fois modèle spécialisé et agents augmentés, permettent d'avoir des réponses extrêmement pertinentes, sans forcément avoir besoin de suivre des formations accélérées sur l'intelligence artificielle, afin d'accroître l'accessibilité. Parce qu'en soi, on résout
les 4 problèmes principaux de l'intelligence artificielle que vous avez sûrement rencontrés. Déjà la pertinence des réponses et la fiabilité. Ensuite, après, il y a les questions de complexité d'intégration et d'éducation, parce que c'est des choses qui ne sont pas faciles et pas forcément intuitives. Même si aujourd'hui, c'est de plus en plus simple d'utiliser l'IA, il y a quand même un effort éducatif à produire. Il y a aussi des problèmes d'obsolescence et des coûts. Parce qu'aujourd'hui, il y a GPT-4, mais qui dit que demain, il y a GPT-5 qui sort. Si on investit et on fine-tune un modèle de A à Z et qu'on le crée, c'est des grosses dépenses, mais à chaque fois, dès qu'il y a un modèle nouveau qui sort, après, il faut reproduire le processus dès le début. Et enfin, il y a le problème de la confidentialité et de la régulation qu'on est capable de résoudre. Et pour toutes ces raisons-là, on a développé nos 4 piliers fondamentaux. C'est vraiment de fournir un écosystème spécialisé, où en fait, on produit des assistants spécialisés que le personnel ou les individus peuvent utiliser sans formation préalable, sans avoir pas besoin de passer du temps à écrire et rédiger un prompt, mais également avoir une interaction naturelle, comme on pourrait parler à un humain. Je ne sais pas si vous avez vu Iron Man. Le but, c'est d'avoir un Jarvis avec lequel on peut parler de manière totalement naturelle et avoir la réponse pertinente à ce qu'on a envie, sans avoir besoin de donner des instructions hyper longues. Parce que l'IA est faite pour assister les humains et ce n'est pas aux humains de s'adapter à l'IA. Ensuite, on produit des applications et des modèles augmentés, c'est-à-dire qu'on configure un modèle et on le connecte aux données, aux infrastructures et au processus d'une entreprise, afin qu'en fait les réponses soient sur la base d'un corpus de données qui soit fiable. Et ça permet aussi de unifier l'ensemble des données au sein d'une entreprise, éviter tout ce qui est la silo mentality, éviter que les informations soient compartimentées et simplifier les interactions. Enfin, les modèles sont privés, évidemment, soit sur les infrastructures de l'entreprise, soit sur le cloud, soit même sur les ordinateurs, ça c'est possible. Et bien entendu, l'aspect durable est important parce qu'aujourd'hui, si on prend des gros modèles, si chaque entreprise doit avoir un énorme modèle à disposition, des coûts énergétiques assez importants, tandis que si on affine les modèles et qu'on les réduit, ça permet d'avoir des modèles déjà moins chers, mais aussi beaucoup plus pertinents et beaucoup plus rapides. Ça, c'était pour l'aspect global, parce que niveau solutions, comme je l'en ai parlé, il y a des solutions business, des solutions pour les individus, pour les solutions d'entreprise. En fait, toutes nos solutions ont une échelle de valeur, c'est-à-dire que ça commence avec des SaaS, des software as a service, très abordables, jusqu'à des solutions après standardisées, qu'on peut adapter en fonction de l'entreprise. Et enfin, des solutions vraiment sur mesure, qu'on est capable de réaliser grâce à nos compétences qu'on a acquises. Magnifique. Et dans les deux cas, que ce soit des solutions SaaS ou des solutions plus sur mesure, on a deux approches, soit des solutions propriétaires, soit des solutions open source qu'on peut adapter. Ils ont chacune des avantages et des inconvénients, et ça dépend du cas d'usage. Donc là, et niveau industrie, bien entendu, on cible à partir du moment où une entreprise ou une organisation a beaucoup d'informations, beaucoup de données, elle peut mettre un modèle derrière pour les exploiter. Donc on a des clients dans à peu près pas mal d'industries, que ce soit dans l'éducation avec des écoles, ou dans la finance, ou dans la vidéo et puis dans les médias. C'est assez vaste comme domaine. Ok. Non, pour commencer un peu à vous présenter, avant de parler sur Cyberbot, qui vous présentera comment créer et déployer en moins de 5 minutes des agents spécialisés. Tout d'abord, la première application qu'on a lancée s'appelle Ekiblast. Et c'est pas une application pour les professionnels, même si elle peut être utilisée, c'est plus une application pour les particuliers. Et le but, c'était, il y a plus d'1 an qu'on a développé ça, de créer une plateforme tout en un pour faciliter l'accessibilité à l'IA. Parce que même si, ok, c'est simple d'interagir avec, il y avait quand même maîtriser le prompt engineering, c'était quelque chose d'assez compliqué, et il fallait vraiment casser cette barrière et fournir des solutions multilangues et multimodales. Là, on en a un exemple de type d'interaction. Et ça, c'est vraiment le socle fondamental qui a permis de développer nos compétences et après de déployer nos solutions, les autres solutions, surtout entreprises, qu'on a pu développer assez vite. Donc, des interactions, que ce soit textuelles ou visuelles, et puis des flowcharts, comme on peut voir ici. Quelque chose de très varié. Et c'est ce type d'interaction qu'on retrouvera sur la suite applicative qu'on a développée, qui permet ensuite après de... Le but étant que il n'y ait pas besoin de formation, qu'une personne, même si elle n'y connaît absolument rien, puisse arriver sur la plateforme, qu'elle soit d'entreprise ou une plateforme publique, et qu'il puisse utiliser l'IA tout de suite. Ok. Et si je comprends bien, cette plateforme, elle est accessible en ligne, il faut se loguer, et ensuite on a un abonnement et on peut utiliser
cet outil et qu'est-ce qu'il permet de faire dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, c'est simplement une compilation, il y en a près d'une centaine d'agents IA spécialisés dans des domaines spécifiques. Et ça permet en fait d'interagir avec eux de manière confidentielle parce qu'il n'y a pas de serveur derrière, il n'y a pas de base de données, tout est en local, tout tourne en local. Donc l'historique des conversations est enregistré dans le cache. Et c'était un peu... Aujourd'hui, il y a ChatGPT et OpenAI qui ont lancé les GPTs. C'est un peu similaire, seulement on a fait ça il y a plus d'1 an et qui a permis de développer des compétences. Et maintenant, on va un peu plus loin dans ce qu'on fait. Peut-être juste quelques mots sur les agents IA pour que ceux qui nous regardent comprennent bien de quoi on parle. Bien, alors en fait, puisque c'est des termes assez récents, il y a pas mal de définitions qui divergent. Le plus simple, c'est souvent, il y a des modèles de fondation qui existent, donc qui sont très très larges. Ce qu'on peut faire, et ce qu'on a remarqué pour affiner les réponses, on est capable de mettre l'IA dans un contexte spécifique, comme une sorte de prompt initial, qui permet ensuite, lorsqu'on pose des questions qui sont en lien avec ce contexte, d'avoir des réponses immédiates, beaucoup plus simples. Après, il est également possible de configurer un agent un peu plus spécialisé et sur la base de données tiers, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on va vous montrer après avec Cyberbot, où ce sera possible de prendre un modèle, l'entraîner sur une base de données spécifique, comme un site web ou des documents, et ensuite, après, de lui donner un contexte spécifique. Ok. Ensuite, voici Cyberbot, qui est notre SaaS d'entreprise, donc notre premier produit d'entreprise dans la gamme de produits qu'on propose, un produit assez accessible qui permet en fait de créer et déployer en moins de 5 minutes des agents IA spécialisés, que ce soit sur votre site web ou sur vos documents d'entreprise. Donc, je peux vous faire une démonstration assez rapide. Allez, on parce y que va. comme ça, on peut y aller tout de suite. Bien entendu, vous pouvez vous connecter gratuitement pour essayer de vous créer un chatbot. Ok. Et donc une fois qu'on arrive sur l'interface, là on a pas mal de sites, mais imaginons que par exemple je veuille aller je vais faire le chatbot du site ECA, une assurance vaudoise assez connue. Donc on n'est pas en collaboration avec eux, donc s'ils nous voient, on leur passe le bonjour. Et ensuite, il suffit simplement, une fois qu'on a leur site internet, de sélectionner le lien. Là on va en faire un basé sur des PDF et leur site internet. Donc je vais créer mon chatbot, je vais l'appeler ECA. Une fois qu'il est créé, je vais pouvoir commencer à le configurer. Ah, j'ai atteint une limite de chatbot. Ah. Oui, parce que faut en supprimer un. Parce que dans les plans qu'on propose, il y a certaines limites, et nous on s'est mis la limite maximum. Bien entendu, pour les entreprises qui ont un forfait spécifique, il est possible, il n'y a pas de limite de chatbot. Mais là, pour la plateforme en ligne, le SaaS, il y a des limites. Ok. Donc je peux créer mon chatbot ECA. Ensuite, on arrive sur une nouvelle interface spécifique au chatbot, où là, on peut configurer, on peut déjà l'entraîner sur la base d'informations qu'on lui fournit, que ce soit des liens ou des fichiers. C'est également possible de passer par des API pour les entreprises qui ont un gros volume de données. Ok. Et c'est également possible de le personnaliser. Et ensuite, l'installation est assez rapide, il suffit de copier ce snippet et le mettre sur votre site internet. Ok. Et là, ensuite, on a une... Attends, on va le voir. Je me tais. Donc, déjà, je procéder à l'entraînement, en commençant par les liens. Donc, je vais prendre le lien ECA que j'ai sélectionné. Sur cette page ici, il y aura l'historique de tous les liens qu'on va ajouter. Là, on peut passer soit par des URL, soit par un site web, soit par un sitemap. Quand on passe par le site web, il va en trouver un peu moins que sur le sitemap, parce que le sitemap, il y a beaucoup plus d'informations. Ensuite, on peut les sélectionner. On peut tous les sélectionner d'un coup, mais en fait, en fonction de la charge qu'il y a sur le réseau, c'est préférable d'ajouter 20 liens par 20 liens. D'accord. Évidemment, si vous avez des dizaines de milliers de liens, on passera par des API, là, ça sera automatisé, comme ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, les liens se chargent, et il y aura un processus d'entraînement qui est assez rapide, où l'agent va en fait fournir va répondre uniquement sur la base d'informations qu'on lui fournit. Le but, c'est vraiment d'avoir des chatbots et des agents IA fiables, où lorsqu'on leur pose une question, il donnera la réponse sur la base d'informations, soit du site internet, soit de la page. Et s'il ne sait pas, il dira qu'il ne sait pas. Il ne sait pas, exactement. Là, l'entraînement est en train d'être effectué. Là, je vais continuer à en mettre. Je ne vais pas tout mettre dans un souci de rapidité.
Mais après, on verra après qu'en passant par sitemap, il y en a beaucoup plus. Ils n'ont pas que 51 liens. Là, on voit que par exemple, puisque j'en ai déjà ajouté 20, il affiche uniquement ceux qui manquent. Ok. Ensuite, il suffit un peu d'attendre que le réseau fasse son travail. Bien entendu, après, c'est possible de faire des recherches pour vraiment, si on cherche simplement quelques liens spécifiques, on peut les trouver. Bien entendu, si on passe par le sitemap, pour voir un peu la différence, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de liens à disposition. Mhm. Dans un souci d'exhaustivité, c'est mieux de passer par un sitemap, mais en soi, pour une démonstration, ça suffit. Ensuite, on voit que leur statut est sous entraîné, Mhm. qui sont prêts. Ensuite, c'est également possible de charger des fichiers, PDF notamment. Donc là, je vais en prendre un de chez eux. Du coup, je vais chercher un PDF de chez eux. Hop, là, j'en prends un, par exemple celui-ci. Et là, je vais pouvoir en télécharger un. C'est un bon exemple, ils n'ont pas encore de chatbot. Non, ils n'ont pas le droit de chatbot. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des chatbots. Seulement, il y a deux types de chatbots. Il y a vraiment les chatbots prédictifs à l'ancienne, où en fait on doit configurer tout de A à Oui. Z, ou les chatbots IA, où vraiment en quelques minutes, c'est configuré. Hop, là, je télécharge le PDF. Ensuite, je peux l'ajouter. Téléchargement. Hop. Et là, je upload le fichier. Le fichier va se charger. Et ensuite, il sera entraîné et l'IA pourra y avoir accès. Voilà. Là, il va se charger. Mais en tant qu'il se charge comme les autres liens, je vais pouvoir personnaliser le chat. C'est-à-dire que là, on a une interface pour vraiment refléter le branding de la marque. Là, on voit que ce n'est pas du tout les bonnes couleurs. On peut configurer la langue du chatbot, parce que notre application est multilingue, évidemment. On peut le mettre en français. On peut créer un message de bienvenue. Bienvenue sur CA. Bon. Comment puis-je vous aider? On peut créer plusieurs types de messages. Et on peut en créer un troisième. Mhm. Juste pour bien comprendre, vous avez pré-créé un modèle qui peut répondre si, enfin, le LLM répond si et seulement si il a la réponse. Oui. Et après, dans le style que vous avez donné, c'est des choses plutôt enfin, très corporate. Alors, justement, l'avantage, c'est qu'en fait, on peut configurer tout ça. Ah, ok. Je vais vous montrer après. Ça D'abord, on marche. s'occupe du design. Moi, n'importe quoi. Et là, après, on pourra voir, une fois que c'est validé, que je peux aller sur l'onglet démo pour avoir un exemple plus clair. Hmm. Mais là, on voit qu'après, dans le message que j'ai configuré, il va après pouvoir avoir des apparences. On peut vraiment créer son chatbot De A à Z. 5 minutes, c'est fou. Oui, c'est vraiment. Et après, on peut le déployer très rapidement, comme je vais pouvoir vous montrer. Après, on peut évidemment changer la couleur. Là, je vais prendre. Puisque leur site il est en blanc, je vais essayer de faire un truc sympa. Évidemment, on peut prendre, sélectionner le logo. Mhm. Donc là, je vais faire rapidement. L'idée, c'est d'avoir le bon logo, mais bon, là, on va faire assez vite. Donc, je vais mettre. On va mettre, allez, simplement du blanc sur du noir. Hop. Et ensuite, on peut modifier l'avatar et le petit bot. Donc ça, je vais ajouter le document qui a été téléchargé. Hop. Et on a l'évolution en temps réel, du coup, on sait vraiment qu'est-ce qu'on fait. Et ça permet d'éviter de se tromper et puis de devoir tout recommencer. Hmm. Voilà. Et là, mon chatbot, il est personnalisé, il est prêt, il est tout beau. Et là, on voit que l'image, le branding est reflété de manière assez rapide, Mhm. de manière très très simple. Après, le but, c'est il faut le tester. Ouais. Ça, c'est le plus important. Et là, on vérifie simplement que ça a bien été entraîné. On peut faire un petit refresh. Ah, il a apparu.
Alors on vérifie qu'il soit bien apparu. Il est bien apparu, il est bien entraîné. Et évidemment, en fait, une fois qu'un lien a été entraîné, s'il y a des mises à jour, il suffit simplement de cliquer ici et remonter, entendu. Donc c'est très facile à maintenir. Donc là, faut il se met à jour automatiquement. C'est-à-dire que, par exemple, une fois que vous l'avez déjà déployé, il se met à jour automatiquement dès que vous modifiez directement sur votre bot. Et là, on peut poser n'importe quelle question. Par exemple, que propose OCA? Et là, on voit directement que la réponse, il va rechercher dans le corpus de données qu'on lui a fourni, et après il va fournir une réponse. Donc en fonction du réseau et de la charge, Oui, ça peut dépendre. bien sûr. Là, de ce que j'ai vu, ça va quand même assez vite avec le réseau. Voilà. Là, je peux également ouvrir la fenêtre, comme ça je vois un peu mieux. Et puis là, on voit qu'après, il cite les informations et les sources. Je peux lui demander une information sur le PDF. Donc là, je peux lui demander quelque chose d'assez précis. Par exemple, quels sont les dommages qui ne sont pas assurés. Et après, il va me citer le PDF. Est-ce qu'on a la possibilité, au fur et à mesure des réponses, d'affiner et de dire au modèle, quand tu réponds de cette manière-là, je préférerais que ce soit ça, ça ou ça? Oui, c'est possible. Pardon, on finit de regarder ce qu'il nous donne Bien sûr, sur le mais PDF. c'est des très bonnes questions et puis on va pouvoir voir tout ça tout de suite. Ok, ok. Là, on voit que le PDF, il est affiché, seulement qu'on ne peut pas cliquer dessus, il n'y a pas le lien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller sur la page où il y a le PDF, et ensuite, donc ici, la page du PDF. Ah. Et quand on va après sous fichier, on peut lui mettre le lien. Comme ça, après, quand on lui pose une question, il va rediriger directement sur le site. C'est génial. Donc ça permet de faire ça. Donc là, ça répond au début de ma question, c'est on peut ensuite personnaliser et affiner les réponses. On peut aller vraiment très très loin dans la personnalisation. C'est quand on va dans les paramètres avancés du chatbot. On peut déjà modifier le prompt initial, parce qu'il y a un prompt initial, mais en soi on peut l'affiner, par exemple dire tu es vraiment spécialisé dans cette entreprise-là, tu es un agent, et après ça va aller au-dessus du prompt principal pour orienter les réponses, mais c'est également possible de sélectionner le modèle qu'on souhaite. On a plusieurs dispositions pour la plateforme ouverte au public. Pour la plateforme qu'on propose aux entreprises qui ont un certain volume de données, ils peuvent évidemment avoir leur propre modèle qu'on peut connecter, leur propre modèle privé. Et donc on peut en choisir, il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres, ça dépend vraiment de ce qu'on préfère. Et on peut ajuster ce qu'on appelle la température ou les autres fonctionnalités qui permettent d'ajuster la créativité ou la liberté du chatbot, ou bien si c'est un site administratif, vraiment cadrer un maximum pour que uniquement les informations. Le but c'est vraiment que les informations fournies soient correctes, mais en fonction des exigences des professionnels, on peut orienter le chatbot dans la pertinence des réponses. Évidemment, après, dans le sein d'une organisation, on peut déplacer les chatbots et puis les cloner parce qu'on peut en créer, idéalement, on peut en créer un par langue, parce qu'on a remarqué que même si c'est simplement l'interface qui change, l'interface de base la langue va changer, on remarque que si on en crée un par langue, il répond un peu mieux. C'est des fois des effets de bord qu'on retrouve. Et ensuite, du coup, est-ce qu'on peut l'installer rapidement sur le site web? On peut tester ça. Si vous avez un Wix ou un WordPress, ça va assez vite. Il suffit d'aller sur Aperçu, de copier le snippet. Moi, j'utilise un site, un builder qui s'appelle card.co, mais en soi, ça marche avec Wix, peu importe. Là, je vais simplement prendre un bout de code et j'ai qu'à mettre le code à l'intérieur. Et ensuite, je pousse les changements. Et une fois que c'est publié, je vais pouvoir aller sur ce site-là et puis voir que le chatbot ECA que je viens de configurer à l'instant. Bon, évidemment, ça aurait été mieux de le faire sur le site ECA, mais j'ai pas accès à leur site. Donc... C'était une de mes questions ensuite au niveau du contenu et du site. Voilà. Et là, du coup, on retrouve le chatbot ECA que je viens de créer directement en ligne sur le web. Ah, waouh. Voilà. Magnifique. Et du coup, même si après je change les couleurs, n'importe quoi, ça modifiera. Je peux essayer tout de suite. Par exemple, si après on change la couleur et on met du rouge, qu'on valide, dès que ça a été mis à jour, et qu'on fait un petit refresh, bien entendu,
évidemment, ça change immédiatement. J'ai plein de questions. Une première, bien sûr, nous, on a envie de mettre sur le site de Talpacity, vu la rapidité. Tout ce qui concerne les nouvelles URL, quand on écrit des articles, ou un peu cette mise à jour, on a vu qu'on pouvait dire mettre à jour l'URL. Et quand il y en a des nouvelles, est-ce qu'il y a possibilité de mettre un agent qui va chercher directement ou se mettre sur le blog de base? Oui, alors, parmi les services qu'on propose pour les entreprises, il y a aussi des agents autonomes qui permettent d'automatiser des tâches. Ça, c'est quelque chose un peu plus complexe, mais pour ce type, c'est possible de mettre vraiment même créer un script qui permet d'update automatiquement ces services. Sinon, le mieux, c'est vraiment avoir des API. Comme ça, à chaque fois qu'un site est push sur un CMS, on pourra faire l'update automatiquement. Ok. Ensuite, pareil sur tout ce qui concerne les données. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait choisir le modèle. Quelles sont un peu les différences entre les modèles plutôt open et puis ceux qui le sont un petit peu moins, ou ceux qui sont entre les deux? Comment on choisit finalement? Quelles sont les implications? Et puis, est-ce qu'il y a un coût qui diffère aussi par rapport à ça? Alors, sur la plateforme, vous n'avez pas, par exemple, à entrer une clé API. C'est-à-dire, par exemple, si vous payez la souscription, voici les tarifs des abonnements, donc c'est des tarifs très compétitifs, qui permettent ensuite après de... En fait, c'est un point d'entrée vers des solutions d'entreprise un peu plus sur mesure. Mais ça dépend en fait. De toute manière, pour avoir une IA privée, l'idéal c'est vraiment l'avoir sur son infrastructure. Et une fois qu'on l'a sur son infrastructure, la connecter directement. Seulement que le SaaS actuel, c'est plutôt pour dédié à des chatbots sur des sites web, des services clients, donc des informations qui sont accessibles au public. Donc à partir du moment où les informations sont accessibles au public, il n'y a aucun problème d'utiliser un OpenAI ou un Anthropic qui vont passer sur des serveurs aux États-Unis. Il n'y a pas de problème parce que les données sont déjà publiques. Toutefois, après, si on veut utiliser cet outil pour créer des chatbots dans un intranet d'entreprise et spécialisé dans chacun des métiers, là, c'est pertinent d'avoir une IA privée interne. Et dans ce cas-là, il sera un coût à l'utilisation. Un coût pas d'utilisation, mais des ressources utilisées. Donc soit des ressources au cloud ou des ressources dans l'infrastructure interne de maintenance. Ok. En tout cas, quand on a déjà donc, ces informations qui sont publiques, donc il n'y a plus cette problématique de confidentialité des données. Du coup, au niveau des modèles, on reste sur vos prix à vous qui sont il n'y a pas de affichés à l'écran. surprix. Ok. C'est super abordable. Oui, c'est abordable. Bon, ce sont des prix de lancement qui vont évoluer assez vite. Et actuellement, on a remarqué que même si c'est très simple à mettre en place, il y a quand même des entreprises qui ont du mal à allouer des ressources internes pour développer, parce que des fois, en fait, on se rend compte que ils ne croient pas quand on montre que la réponse est simple, ils sont un peu limitatifs. Du coup, ils font plein de tests au préalable, donc c'est très bien. Mais du coup, on propose un service de création de chatbot qu'on facture, mais on a une offre où, par exemple, si on prend un plan annuel, c'est une offre qui va bientôt s'éteindre. Là, on offre justement la création de chatbot aux clients qui font appel à cette offre-là. Est-ce que vous êtes aussi, est-ce que vos prix varient en fonction des coûts des tokens qui sont facturés par différentes entreprises qui offrent ces services-là? Alors oui, parce que là, par exemple, pour prendre l'exemple j'ai changé d'application, mais par exemple, pour prendre l'exemple d'Ikiblast, où on avait des tarifs qui étaient beaucoup plus hauts à l'époque, en fait, vu que les prix des modèles et le prix de génération des tokens se réduisent de plus en plus, on a ajusté les prix en conséquence. Donc on ajuste les prix en fonction des coûts fixes que nous avons. Par contre, toutefois, sur Cyberbot, ils sont déjà très, très compétitifs. Donc, difficile d'aller plus bas. On verra, on est un peu à la merci parfois des infrastructures qui permettent de faire tourner ces modèles. C'est pour ça que le but, c'est vraiment d'être ouvert et de pouvoir utiliser n'importe quel modèle pour pouvoir... Par exemple, s'il y en a un qui devient extrêmement cher, ou si un commence surperforme les autres, on peut changer très rapidement. On peut se dire, ok, alors on a choisi Mistral aujourd'hui, mais 3 semaines après l'essai, on se dit, ok, on passe sur un autre. Oui, entendu. Très facilement. C'est simplement en sélectionnant une fois que j'ai créé mon chatbot, c'est simplement ici où je peux changer. Et on ne perd pas du tout l'entraînement qui a été fait ou les subtilités ou les modifications. Dans le doute, c'est toujours mieux de faire un réentraînement, mais le réentraînement, encore une fois, c'est ce qui est là et puis ça prend... Okay. C'est usant.
Et aujourd'hui, quels sont un peu, enfin, t'en as dit un ou deux, les freins vraiment face à cette solution qui est ultra rapide à mettre en place? Ouais, souvent, c'est les entreprises, les ressources internes, surtout dans l'IT, sont assez prises. Du coup, ils se disent oh, encore un nouveau projet, du coup, ça peut attendre. Ok. Alors qu'en soi, l'intégration est extrêmement simple. Souvent, on peut avoir peur parce que les sites web ne sont pas forcément mis à jour, Mhm, ou il peut y avoir des informations manquantes. Mais dans ce cas-là, c'est très simple de créer un fichier PDF mhm. qui n'est pas forcément accessible au public, mais qui contient des informations pertinentes. Comme ça, en moins de 10 minutes, on peut mettre à jour. Et en fait, l'avantage de ce type de chatbot, c'est surtout, souvent les entreprises investissent massivement dans un site web, ils mettent beaucoup d'informations, mais quand on va dessus, pas beaucoup de personnes Mhm. lisent. Là, ça permet d'avoir la réponse à l'information qu'on cherche immédiate. Et tout à l'heure, on l'a vu, quand on cherchait dans le PDF une information très précise, ça a un petit peu copié-collé le paragraphe. Ouais. Est-ce que dans le modèle, il y a possibilité aussi de reformuler les choses pour justement arriver vers une information ultra précise par rapport à la demande? Alors, encore une fois, dans le prompt initial qui est ici, on peut l'ajuster. Ok. C'est-à-dire, on peut vraiment ajuster la façon de répondre. Par exemple, une administration va répondre de manière un peu plus sérieuse qu'une startup. Mhm. Donc, ça, on peut vraiment tout adapter et puis on est libre de faire beaucoup de choses. Et puis, le temps passe, on a le temps. Au niveau justement de cette adaptation du langage, et tu parlais tout à l'heure de prompt et l'importance de savoir un peu prompter. Comment on lui communique enfin voilà, quand on a par exemple une référence écrite comme Voltaire, c'est facile, mais comment on lui communique en fait ces subtilités de langue et la manière dont on souhaite que le chatbot réponde? Du côté, alors dans ce cas-là, alors quand je parlais de faciliter le prompt, enfin vraiment supprimer le besoin de prompt engineering, c'est vraiment pour les utilisateurs finaux. Mhm. Donc, par exemple, que ce soit des membres d'une équipe ou des particuliers, comme ça ils n'ont pas besoin de se soucier. Donc la personne qui va utiliser le chatbot n'aura pas besoin de se soucier de formuler correctement ses questions. Oui, ça oui. Toutefois, dans la configuration, c'est quand même bien d'avoir des notions afin de pouvoir justement cadrer. Mm. Et ça, vous faites On est capable de le faire un nous-mêmes, petit accompagnement. ou même accompagner si besoin. Ok, génial. Même si, bien entendu, après, on a d'autres outils, comme par exemple CyberTwist, Mhm. qui permet justement un peu sur le modèle de Equiblast, avoir plusieurs agents spécialisés, mais qu'on peut connecter à n'importe quel modèle. Donc, encore une fois, quelque chose de très très ouvert. Où là, on peut sélectionner vraiment la plupart des modèles qui sont disponibles, y compris OpenRouter. Donc c'est quelque chose de très très intéressant. Et de là, on peut créer des agents nous-mêmes. Donc ça, il suffit simplement d'entrer un prompt initial, ici. Ou bien, on peut déjà exploiter les agents qui sont disponibles. Là, c'est basé sur une solution open source, qu'on peut internationaliser et puis qu'on peut adapter. Voilà. Et puis, donc, on peut soit exploiter les agents déjà disponibles, ou bien, l'idéal, c'est vraiment on arrive avec une plateforme qui est privatisée, qu'on intègre de manière sécurisée dans l'entreprise, dans une organisation, et après on va pouvoir créer des agents en fonction des métiers de l'équipe, afin que chaque employé ait en fait un assistant sur mesure qui va pouvoir l'aider à aller plus vite. Et par exemple, je peux sélectionner le modèle que je souhaite. Bon, là, j'ai simplement configuré avec les clés OpenAI, mais en soi, ça peut être même un modèle privé qu'on a configuré nous-mêmes. Il y a plusieurs types d'interactions, on peut modifier évidemment la température, il y a même des plugins qui sont disponibles. Et là, par exemple, c'est sur le plan startup, pour générer un plan d'affaires, je peux lui demander, je suis passionné de skateboard, ce qui n'est pas vrai, mais c'est pas grave. Je veux lancer une entreprise là-dedans, liée à cela. Rédige l'outline d'un plan d'affaires. Donc là, voilà, le prompt, il est vraiment pas terrible, c'est vraiment un prompt basique. Mais après, il va être capable de me fournir très rapidement la réponse. C'est quelque chose d'assez utile. Et en fait, on peut même après lui demander de rédiger des prompts. Mhm. Donc, à la place de passer du temps à rechercher un prompt, on peut simplement lui demander rédige le prompt initial pour un agent IA spécialisé dans le droit suisse. Et après, il va écrire l'instruction directement, qu'on va pouvoir réutiliser.
Qu'on comprenne bien, on est passé très vite sur les applications au tout début. Quelle est la différence avec les GPTS qu'on peut aujourd'hui faire sur différentes plateformes? Ce qu'on a ici, qu'est-ce qu'on peut plugger à quoi? Enfin, Bien sûr. Là, la plateforme, c'est comme si. Alors, le ChatGPT, la plateforme ChatGPT, par exemple, Team, qui est disponible, elle peut être utile, elle peut être sympa, seulement que, encore une fois, c'est pas pas le même niveau de confidentialité. mhm. Alors, ils garantissent quand même un certain niveau de confidentialité, mais il faudrait faire confiance aux Américains pour gérer la confidentialité. Vous pouvez si vous voulez, mais autrement, là, l'idéal, c'est avoir une plateforme vraiment interne, privée, Ok. et créer des agents en fait sur mesure, et idéalement connectés à un modèle qu'on aura créé pour l'entreprise, donc un Mhm. modèle privé. Bien entendu, c'est multilingue. Et une fois qu'on a un modèle privé, on peut le connecter par API. Mhm. Et ensuite, après, aller exploiter un modèle privé sur une plateforme privée avec des agents privés. Ok. Donc on est totalement dans on coche les cases de la privacy Comme ça, par exemple, que interne. ce soit des banques ou des métiers, des professions juridiques peuvent utiliser cette plateforme pour, pour poser des questions à propos de dossiers de clients qui sont autrement confidentiels. Ok. Et qu'on ne peut pas mettre, par exemple, sur un ChatGPT, aussi confidentiel soit-il. Donc ça, c'est une plateforme où on se connecte, on crée un compte. Alors, Euh, celle-ci, non, celle-ci, c'est une plateforme où on peut l'utiliser de manière publique. mhm. Soit pour une entreprise, il faudra l'installer auprès de l'entreprise. D'accord. Une fois qu'elle est déployée, soit l'équipe interne de l'IT va pouvoir l'exploiter et la mettre à jour continuellement, ou bien on peut fournir ce support. Ok. Et ensuite, la personne, prenons un exemple concret, pardon, une personne qui doit étudier justement un dossier qui est juriste ou avocat. Est-ce que c'est la personne en elle-même qui commence à créer son agent? Enfin, comment on l'accompagne dans cette Mais bien entendu, une démarche? fois qu'on livre la solution, on demande auparavant quel type d'agent et quels sont ses besoins. Mhm. Et après, on fera les agents au préalable. Et après, s'il en a envie, il peut les créer lui-même. C'est très simple, c'est simplement cliquer ici, puis vraiment entrer un rôle spécifique. D'accord. Et puisque ce sera connecté à ces bases de données à lui, les réponses seront assez pertinentes. S'il n'a pas envie de le faire, il peut simplement nous contacter. Et puis, Ok, donc il peut personnaliser lui-même. Il y a tous les outils disponibles dans la plateforme. soit dès le début, dès la livraison, il aura déjà pas mal D'accord. d'agents créés pour son équipe. Donc ça, on est quand même sur du semi-personnalisé. Exactement. Le but, Ok. c'est en fait d'accélérer le déploiement, parce que la plupart du temps, les solutions IA prennent beaucoup de temps à être déployées, Mhm. des fois plusieurs semaines, puisqu'en fait, on a des solutions standardisées qu'on peut adapter très très vite, qu'on peut livrer en quelques jours. Ça. Ok. Qu'est-ce qui est très standardisé aujourd'hui dans les agents IA dans cette plateforme? C'est la plateforme en tant que telle qui est standardisée. Donc, l'interface est standardisée, mais après on peut modifier évidemment le logo et puis le branding, mais également après on peut aller beaucoup plus loin. C'est surtout la personnalisation, la configuration des modèles. On va pouvoir aller très très loin et faire en sorte qu'ils soient vraiment connectés aux données d'une entreprise spécifique. Et puis, si on prend le marché du service, enfin du tertiaire, qui sont aujourd'hui les premiers utilisateurs de cette plateforme? Encore une fois, c'est très très large. On a vraiment beaucoup de diversité dans le type de clientèle, parce qu'en fait, dès qu'on a des données qui sont disponibles et en masse, ce type de plateforme est utile, surtout pour... on voit déjà qu'avec ChatGPT, on peut faire des choses incroyables. Mhm. Imaginez de pouvoir avoir ChatGPT, mais avec lequel vous pouvez interagir avec des informations confidentielles et privées, et en toute sécurité. Donc là, il y a vraiment un très très large panel. Donc aujourd'hui, ça correspond quand même principalement à des entreprises, enfin des postes qui ont beaucoup d'administratifs à faire. Est-ce que par exemple un directeur d'entreprise de PME qui souhaiterait avoir un peu un aperçu des différentes données de l'entreprise, est-ce que ça correspondrait aussi à son besoin? Dès lors qu'en fait les informations, ces données et ces ressources sont connectées à un modèle, un peu sur la même base que ce qui est ici, c'est quand il posera une question, il y aura la source de l'information qui va être proposée, donc ça c'est envisageable. Également, c'est possible d'avoir plusieurs types d'interactions. Donc, je vous ai montré des interactions, il y a des interactions par image, mais il y a aussi des interactions, créer des flowcharts. Plusieurs types d'interactions qui permettent en fait d'avoir une vue d'ensemble assez claire et de pouvoir poser n'importe quelle question dès lors que la réponse se trouve dans les informations d'entreprise. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Et bien entendu, grâce au plugin, on peut aller assez loin. Donc, par exemple, créer des graphes, voire des fichiers Excel, des PowerPoint. Tu as mentionné un peu le multimodal.
On sent un peu les tendances justement des agents IA qui vont pouvoir. Je crois qu'on a atteint la limite du langage, donc on va vers plus de multimodal. Est-ce que la vidéo, l'image, tu l'as montré tout à l'heure, est-ce que le son maintenant serait traité par votre modèle dans ce Bien sûr, dans le par système? exemple, ici, lorsque je peux lui demander de... dès que je lui... Déjà, on peut lui poser des questions de manière orale. Mhm. Par exemple, rédige un plan d'affaires pour... Bon, là, il est en anglais, évidemment, parce que je l'ai pas mis en français. Mais je peux le dire en anglais. Hop. Create a business plan. Ah, là, il fait en français. On n'est Évidemment, pas ça, en phase. c'est les aléas du direct, évidemment. Create a business plan for a startup active in AI. Only the outline for now. Bon, et puis après, je peux lui envoyer. Mhm. Et après, sa réponse à lui, je vais pouvoir lui demander de... lorsque ça sera fini, Mhm. je vais pouvoir lui demander de lire au doigt sa réponse. Ok. Et après, c'est possible de télécharger le fichier audio et puis pouvoir l'utiliser. Donc, ce type d'interaction-là. Après, je peux lui demander de faire du text-to-speech. Mhm. Et après, j'ai... Sure. Let's create a business plan for an AI startup. We'll assume the startup is focused on providing AI-driven, personalized shopping experiences, Voilà. which could be Je vais le couper là. Oui, bien sûr. Ok, et ça aujourd'hui, donc ce sont des choses qui enfin comment dire, quel est un peu le ressenti des entreprises? Est-ce qu'elles plongent là-dedans? Est-ce qu'elles ont encore peur? Est-ce qu'elles n'en voient pas encore l'utilité? Enfin, quelle est un peu la température? Ça dépend. Là, actuellement, on était vraiment en phase de développement. Donc, on s'est vraiment concentré sur le déploiement de ces solutions. Et on va lancer la communication et le marketing vraiment prochainement. Mhm. Mettre des premiers retours, des premiers utilisateurs qu'on a ressentis. Tout d'abord, il y a plusieurs phases. D'abord, il y a un peu la méfiance, parce que quand on leur dit qu'on peut prendre un modèle, le configurer de manière privée, l'installer même sur un propre device ou en interne, les gens ne croient pas Mhm. au début. Ils nous disent, mais c'est pas possible. Et même après, quand on leur montre, ils sont un peu suspects. Après, vraiment, avec un effort d'explication, ils se rendent compte que c'est faisable. Et vraiment, on a remarqué vraiment une nette différence, c'est ce qu'on fait. On propose d'abord Cyberbot, Mhm. qui est une plateforme beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Il y a vraiment un effet waouh assez rapide parce qu'on peut créer très rapidement un chatbot. Et en fait, une fois qu'ils sont passés à ça, ils se disent c'est sympa, j'aimerais bien avoir la même chose mais sur mes données d'entreprise. Mhm. Et après, s'ils ont beaucoup de professions à l'intérieur d'une entreprise, c'est pertinent d'avoir des agents spécialisés par profession. Du coup, c'est vraiment étape par étape. On ne va pas forcément faire une très très grosse intégration au début. L'idée, c'est que les équipes commencent à se familiariser avec ce qui se fait. Et une fois qu'ils sont prêts, passer à l'étape supérieure de manière très très rapide. Est-ce que dans les entreprises, cette question qu'on entend beaucoup, peut-être dans un débat un peu plus politique ou public sur cette confidentialité des données, sur le fait que ce sont beaucoup des outils américains, ou est-ce qu'en fait les entreprises veulent plutôt l'efficacité? Peu importe, de toute façon, on utilise déjà des outils américains. Oui, déjà de toute manière, enfin, il y a beaucoup un discours sur la confidentialité des données. Nous, évidemment, les solutions qu'on propose peuvent être privées, Mhm. donc si l'entreprise le souhaite. Mais en soi, la plupart des gens s'en moquent un peu, dans les faits. Mhm. À part certaines professions réglementées où là, ils ont vraiment un intérêt à ne pas dévoiler, Ouais. ne pas avoir de leak. Autrement, on voit que c'est pas la priorité c'est l'efficacité. Mais aujourd'hui, justement, avec ce type de solution, on est capable d'avoir à la fois l'efficacité et à la fois la réglementation qui suit et la confidentialité. Le choix en fait aussi des partenaires et puis des outils que vous utilisez, donc vous êtes agnostique, donc finalement vous misez sur plusieurs possibilités. Mais si on avait un conseil aux entreprises aujourd'hui, si on est un petit peu au début du web et on va avec l'IA, si aller avec OpenAI, aller avec d'autres et notamment open source, quel est un peu le risque, enfin, quelle est la ligne à prendre à ce moment-là, tant que les agents IA ne sont pas encore des outils utilisés quotidiennement? Ça dépend du besoin, parce qu'il y a certains modèles qui sont plus pertinents dans des domaines que d'autres, Mhm. notamment dans les maths. Ça dépend donc vraiment de l'utilisation qu'on va en faire. De toute manière, avec ce type de solution, et même que d'autres commencent à proposer aussi, c'est très facile. Avec les outils diagnostiques, en fait, on peut très vite switcher le modèle. Ouais. Donc on peut expérimenter, voir ce qui nous plaît le plus, parce qu'ils ont chacun, même quand on les configure d'une certaine manière, ils ont quand même leurs pattes, leur certaine façon de parler. Et là, en fait, on peut sélectionner. On propose également des tests
C'est-à-dire, par exemple, on a des interfaces pour tester les différents modèles, donc on lui pose la même question et puis on a plusieurs types de réponses qui sont fournies. Donc ça permet en fait de se positionner. Mais au début, en soi, le plus important, c'est pas forcément le meilleur modèle. Donc c'est par exemple passer le temps à vraiment quel est le meilleur modèle, c'est vraiment intégrer l'IA et après, en fonction des retours d'expérience, adapter. Faut pas avoir peur de lancer des projets. Surtout que maintenant les solutions sont de plus en plus abordables, donc lancer des projets pour voir comment on l'utilise en interne, et après en fonction des retours, spécialiser. Tandis que par exemple si on fait la chose inverse, donc vraiment avoir quelque chose de vraiment en cascade, un projet en cascade où on essaie vraiment de tout prévoir dès le début, on va se retrouver avec 6 mois de retard, voire 1 an de retard, et on ne sera pas allé assez vite. Tandis que là, on peut se positionner au préalable, faire des tests. De toute façon, l'IA n'est jamais fiable à 100%, même lorsqu'elle est connectée. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un humain derrière qui va checker que l'information fournie soit correcte. C'est pour ça que les experts ne vont pas être remplacés, parce qu'il faut de toute manière un expert qui soit derrière pour vérifier que l'information que l'IA a fournie, ou le document, qui soit correct. Autrement, il y a des questions de responsabilité qui se posent. Et ça permet aussi de justifier la plus-value en fait, d'une entreprise. Parce que si tout est automatisé, les clients vont se demander pourquoi je paye aussi cher. Avoir un expert derrière va permettre de justifier le prix et assurer une qualité de réponse parfaite. Quel est le coût de la plateforme CyberTwist? Alors, CyberTwist, en soi, elle est accessible gratuitement, on peut y aller pour tester. Mais en soi, pour l'installer de manière privée, auprès d'entreprises, on commence à partir de 15 000 francs pour l'intégration. Donc il n'y a pas de SaaS, il n'y a pas de frais mensuels, il n'y a pas de frais récurrents. C'est une installation unique. Ensuite, on peut soit signer un contrat de support. Autrement, les seuls coûts qu'il y a, ce sont les coûts de maintenance des modèles. Et les coûts de génération des réponses. Donc par exemple, si on héberge ça dans un cloud, c'est le coût du cloud, déjà interne. Si on l'utilise en interne, c'est les coûts d'infrastructure interne. Au niveau des performances, il y en a beaucoup qui commencent à parler de local, de faire tourner de l'IA locale versus cloud. Si aujourd'hui, au niveau de comment ça fonctionne, de la pertinence et de la rapidité, est-ce que pour toi il y a une différence entre cloud et local? Alors, étonnamment, le local va souvent plus lentement que le cloud, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, en fonction de la puissance de la machine, ça va prendre plus ou moins de temps de se lancer. Toutefois, ça dépend aussi de la façon dont le modèle a été configuré. Par exemple, si on passe par ce qu'on appelle le RAG, Trivial Augmented Generation, qui est un procédé pour vraiment connecter les données d'entreprise à un modèle, sans avoir besoin de faire l'entraînement de A à Z. On remarque que c'est un peu plus lent que si le modèle est entraîné from scratch avec une entreprise. Toutefois, cette approche-là coûte beaucoup plus cher. Par exemple, pour GPT-4, c'est à partir de 2 millions. Là où un RAG, ça sera 100 000 fois moins cher. En fonction de... Il n'y a que les grosses entreprises qui peuvent voilà. Et c'est pas forcément nécessaire, parce qu'après, si GPT-5 sort demain, faut reprendre le processus dès le début, donc c'est pas forcément le meilleur investissement possible. Donc pour le temps de réponse que vous avez, autant partir sur du RAG, parce que le temps de réponse n'est pas si différent. C'est vraiment quelques millisecondes. J'avais envie de te poser quelques questions sur la sécurité du système. J'imagine que vous êtes responsable aussi d'une certaine manière. Comment ça s'organise, à quoi vous faites très attention? Dans les services, dans les SaaS qu'on propose, ça dépend de l'approche. Par exemple, pour Cyberbot, évidemment, il y a des bases de données derrière. Donc c'est du managed service. Sur EKBlast, au contraire, les informations sont... L'historique est sur le cache du navigateur. Et ensuite, pour Twist, les informations sont... une fois qu'on a livré la solution, on n'a pas accès aux informations qui sont fournies. Ça reste chez le client. On y a accès uniquement s'il le demande ou si on doit intervenir. Mais autrement, on n'y a pas accès. Évidemment, on s'occupe de l'intégration sécurisée. Salvatore a plus de 30 ans d'expérience dans justement l'intégration de solutions collaboratives au sein de l'entreprise et de multinationales, c'est-à-dire qu'il a vraiment toutes les compétences nécessaires. En plus, on s'appuie sur une équipe, sur des équipes externes, pour avoir vraiment la capacité de servir vraiment, que ce soit la toute petite entreprise à la multinationale. Les solutions sont très scalables en fonction des besoins. Et c'est-à-dire que l'aspect sécurité, le but, c'est de vraiment compartimenter et de faire en sorte que
ce qui est produit sur sa plateforme interne reste en interne. Comment vous faites le choix aussi des intégrations de nouveaux logiciels sur lesquels vous avez envie que vous voulez offrir aux clients pour qu'ils puissent se connecter? C'est-à-dire? Pour parler d'interconnectivité, j'ai vu tout à l'heure qu'on Oui. pouvait se connecter avec plusieurs softwares qui sont déjà présents dans l'entreprise. Ça fonctionne, comment dire, vous les choisissez, vous développez l'API sur demande ou est-ce que... On fait les deux. Par exemple, Ouais. lorsque les API sont déjà disponibles, on peut utiliser les API. Autrement, on peut les déployer sur demande. Ça dépend vraiment, mais la plupart des entreprises utilisent les mêmes types d'applications. Donc, Ouais, il n'y a pas de grande surprise. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de Web3. Oui. J'avais juste envie que tu nous donnes une petite définition du Web3. Qu'est-ce qu'on entend par ça? il y a plusieurs itérations du web. Il y a le premier web, qui était le web vraiment statique. Où en fait, c'était pas possible pour pour vraiment avoir un site web, il fallait le programmer. Pour créer des interactions sur le web, il fallait être derrière, coder. Mhm. Après, il y avait le Web 2, c'est vraiment l'émergence de tout ce qui est Facebook et les réseaux sociaux, où par exemple les utilisateurs pouvaient créer du contenu en ligne et le publier et le partager. Et après, il y a le Web 3, qui est la troisième itération, où en plus de permettre l'échange d'informations en ligne par les utilisateurs, ça permet aussi d'échanger de la valeur en ligne. Ok. Donc c'est comme ça qu'on peut le définir. Il y a plein de définitions. Parce que Ouais, c'est pas bien des sûr, terminologies. mais- Moi, j'aime bien, par exemple, voir l'incrémentation. Et le Web 3, c'est vraiment permettre l'échange de valeur en ligne par des procédés décentralisés. Justement, quelle est la part de la blockchain encore chez Cyberesia? Est-ce que vous en faites toujours On en fait toujours, même si actuellement on se concentre sur les solutions IA. Mais en soi, l'IA pose pas mal de problèmes en matière d'identité. Il y a Mhm. beaucoup de deepfakes qui arrivent, Ouais. beaucoup de contenus qui sont artificiels, on sait plus distinguer le vrai du faux, Mm. surtout aujourd'hui. Et justement, la blockchain et le Web3 permettent en fait de créer des moyens d'identifier ce qui est fait par les personnes ou ce qui est fait par la machine. Donc à terme, là, c'est très confidentiel et c'est quelque chose qu'on ne parle pas tellement au public, Mhm. mais on travaille aussi sur des protocoles d'identité digitale et d'identité numérique qui permettent d'assurer ça, mais ça sera plus tard, et puis ça demande beaucoup de ressources Ouais, j'imagine. internes. Et on y travaille aussi. Bah justement, j'avais une dernière question sur quelles sont... Enfin, je sais qu'il y a d'autres applications chez Cyberesia. On n'a pas tout eu le temps de présenter aujourd'hui. Pas tout vu, on a Peut-être est-ce qu'on peut faire un rapide tour de ce que vous proposez et puis ensuite, on a, sans révéler des informations Oui, secrètes, bien sûr. quel est un Bon, peu alors, tout ce qui est sur le site, prochaines grandes, prochains Euh, grands projets? Alors, parmi les applications, on a vu Cyberbot, Cybertwist, mais on a aussi des kits d'augmentation parce que les entreprises qui ont déjà tous les talents en interne pour déployer et puis pour configurer les modèles, Mhm. du coup là on propose une interface, une sorte de toolkit qui permet en fait de configurer ces modèles-là, d'effectuer la vectorisation, c'est-à-dire la traduction des données en langage compréhensible par la machine. On a Cyberbox qui permet en fait c'est justement le service d'intégration d'IA on-prem auprès des infrastructures. On a également des CRM qui sont par nature nativement connectés à l'IA. Ok. Donc ce qui est pas mal parce que par exemple, que ce soit dans les pipelines, enfin tout ce qui est géré dans le CRM, on peut poser des questions et puis il va fournir les réponses basées sur les informations qui sont dans le CRM. On est aussi actif dans l'éducation avec des IA privées éducatives. Ok. Et bien évidemment, après, on a aussi des services de conseil, notamment un service où en fait, les entreprises qui n'ont pas de département IA, qui n'ont pas forcément les ressources pour prendre un expert, peuvent faire appel à nous. C'est une formule, une sorte d'abonnement, où en fait, c'est comme s'ils avaient une équipe qui loue à la demande et qui peuvent arrêter et mettre en pause quand ils souhaitent. Ouais, c'est génial. Et après, pour l'aspect consumer, donc l'aspect grand public, on a une extension Chrome qui permet d'utiliser l'IA sur le web. Une application mobile qui est en train d'être finie, dont le développement est en train de se terminer. Et on a aussi Ikimaria, donc qui est le pendant open source de Ikiblast, qui propose des solutions un peu différentes, qui est plus économique, par exemple pour certains, et qui est plus simple pour certaines catégories de personnes. Là où Ikiblast va vraiment être une plateforme qui va vraiment concentrer les dernières innovations, Mhm. Ikimaria, c'est plus une suite d'outils qui sont assez basiques, mais qui sont quand même utiles. Ah, c'est magnifique, vous faites vraiment beaucoup de choses et la plateforme est vraiment très intuitive et agréable à regarder. Oui, on a fait un effort là-dessus. Ouais, je vois. Et aussi la rapidité d'intégration, en tout cas dans un premier temps, d'un chatbot est vraiment incroyable. Bravo.
Je ne sais pas si tu avais envie de rajouter quelque chose sur la plateforme ou un message à faire passer. Là, on a incorporé une entreprise, Cyberesia SA, Mhm. et là, on est en train de se développer. Là, on était vraiment resté dans notre grotte à vraiment développer et produire ça. Et là, on va commencer à sortir davantage et puis faire plus d'interventions comme celle-ci ce matin. Magnifique. En tout cas, nous, on est ravis de recevoir des entreprises comme vous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Tech Démo. Si vous avez des questions ou envie d'essayer la plateforme Cyberesia, rendez-vous sur le site web. On vous enverra également les coordonnées de Cyberesia, tes coordonnées aussi, si on peut se permettre de les donner. Et vraiment, n'hésitez pas à tester, c'est le conseil qu'on vous donne. Bon appétit et on se retrouve le mois prochain.